Aaron, l'administration Trump est clairement déterminée à se venger des partisans de Clinton et d'Obama pour avoir monté de toutes pièces ce scandale, dans lequel John Brennan, ancien directeur de la CIA, a carrément présenté Donald Trump comme un traître. Il réclame son emprisonnement et sa destitution sur la base d'informations inventées de toutes pièces, centrées autour du dossier Steele. Et le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a en quelque sorte été la figure centrale dans la diffusion de ce, sur quoi l'administration Trump a essentiellement construit son argumentaire. Le New York Times rapporte maintenant que le ministère de la Justice n'a pas été mis au courant de tout cela, ce qui est probablement préférable. Mais que se passe-t-il ici? Est-ce vraiment significatif ou s'agit-il simplement de la propagande de Trump et d'une tentative de détourner l'attention de l'affaire Epstein? Eh bien, je pense effectivement que Trump essaie de détourner l'attention d'Epstein. Il est désespéré de le faire, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence si nous avons toutes ces révélations sur le Russiagate en ce moment. Mais cela ne change rien au fait que le contenu est important. Il l'est. Cela confirme ce que nous disons depuis le début, ce qui était évident pour quiconque voulait suivre les faits, à savoir que tout cela était une arnaque. C'était une fraude massive perpétrée contre le public, et cela a eu des conséquences désastreuses, dont certaines que vous avez évoquées. Et la plus importante, selon moi, concerne l'allégation centrale au cœur de tout cela, à savoir que la Russie aurait volé les emails du Parti démocrate et les aurait transmis à Wikileaks. Maintenant, la première chose à dire à ce sujet, c'est que même si cette allégation était vraie à 100%, même si la Russie l'avait vraiment fait, cela n'aurait aucune importance. Cela ne justifierait en rien toute cette folie délirante qui s'est emparée de nous pendant le premier mandat de Trump et qui perdure encore aujourd'hui. Cette idée que la Russie essaierait de détruire la démocratie américaine et de laver le cerveau de millions d'Américains à travers des fuites, des bots et des trolls. Je veux dire, c'était une campagne de peur tout droit sortie du manuel des armes de destruction massive en Irak. Et cela aurait été le cas, que les allégations soient vraies ou non. Mais le fait est qu'elles ne le sont pas, du moins selon toutes les preuves disponibles. Et maintenant, nous avons une nouvelle confirmation qu'il y a eu beaucoup de fraude pour accuser la Russie, à tort ou sans fondement, de piratage et de fuite des données du DNC. La première chose que nous avons, et que je trouve significative, c'est cet aveu. Cela date du 12 septembre 2016, donc vous voyez, quelques semaines avant l'élection. À ce stade, vous savez, Wikileaks avait déjà commencé à publier des emails volés du Parti démocrate. Les démocrates accusent la Russie d'en être responsable. Il y a des fuites dans les médias qui vont dans ce sens, mais le FBI n'a pas encore publiquement soutenu cette allégation. Et maintenant, nous découvrons ce qui a été caché au public pendant près de 9 ans. Le 12 septembre 2016, la communauté du renseignement a rédigé une évaluation indiquant ceci. Le FBI et la NSA ont une faible confiance dans l'attribution du piratage et de la fuite à la Russie. Et cela parce que, comme nous l'avons souligné dès le début, ils n'avaient pas de preuves techniques, et le public ne les a jamais vues parce qu'il n'y en avait pas. C'était donc un aveu caché que nous n'obtenons que maintenant, près de 9 ans plus tard. Et cela souligne tout ce que nous avons dit depuis le début, à savoir que la communauté du renseignement américaine affirmait que la Russie avait piraté et divulgué les emails, qu'elle avait mené cette opération d'ingérence, mais sans jamais nous fournir la moindre preuve. Et maintenant, nous recevons cet aveu privé selon lequel le FBI et la NSA étaient d'accord. Donc, cela est enterré. Le 7 octobre 2016, l'administration Obama publie à la hâte un communiqué affirmant que la Russie était responsable du piratage et de la fuite des emails. Mais curieusement, le FBI et la NSA ne figurent pas sur ce document. Il provient du bureau de James Clapper,
le directeur du renseignement national et du département de la sécurité intérieure, dirigé par Jay Johnson, un pur produit d'Obama, en somme. Ensuite, l'élection a lieu. Le 7 décembre, un autre mémo paraît, contenant deux affirmations importantes. Encore une fois, cela vient d'être récemment déclassifié par Tulsi Gabbard. À ce moment-là, la communauté du renseignement dans son ensemble, la plupart d'entre eux, n'avait, je cite, qu'une confiance modérée dans le fait que la Russie était derrière le piratage et la fuite. Et même là, c'est nuancé. Ils disent avoir une confiance modérée que la Russie était probablement responsable d'au moins une partie du piratage et de la fuite. Donc encore une fois, une déclaration tiède, une conclusion, sans grande certitude. Cela aussi a été supprimé. Ensuite, l'administration Obama se réunit 2 jours plus tard, et il décide, vous savez quoi, oublions ce que disent nos propres agences de renseignement. Nous allons cacher cela au public. Nous allons quand même publier publiquement l'information et l'attribuer aux services de renseignement russes. Donc, même si les 2 principales agences de renseignement américaines chargées de cette enquête, la NSA et le FBI, avaient peu confiance dans l'allégation de piratage et de fuite attribuée à la Russie, on va oublier tout cela et affirmer publiquement le contraire. Et d'ailleurs, lors de cette réunion, qui rassemblait Obama et tous ses principaux collaborateurs, John Brennan, Susan Rice, James Clapper, qui manquent à l'appel. Les directeurs du FBI et de la NSA, qui étaient justement les agences dissidentes sur cette question centrale du piratage russe. Et ensuite, on a enfin le rapport de la communauté du renseignement publié début janvier, qui accusait la Russie de mener une vaste opération d'ingérence pour installer Trump. Ce rapport est alors rendu public. L'ensemble des médias reçoit essentiellement ces consignes. Et cela est devenu le récit du premier mandat de Trump. La Russie a été accusée d'une vaste opération d'ingérence, après que la faible confiance de la NSA et du FBI ait été passée sous silence. Et maintenant, nous avons un nouveau rapport. Il vient tout juste de sortir. La Commission du renseignement de la Chambre des représentants, en 2018, a examiné tous les renseignements à ce sujet. Et l'une des choses qu'ils ont découvertes, c'est que, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé entre septembre et janvier pour changer les conclusions de la communauté du renseignement? Rien. Tous les rapports classifiés importants, cités par l'évaluation de la communauté du renseignement, publiés par Obama dans ces derniers jours, pour accuser la Russie, ont été collectés avant l'élection. Et la seule chose nouvelle qui est apparue était dérisoire. Il n'y avait donc rien de nouveau pour modifier l'évaluation initiale du FBI et de la NSA, selon laquelle il n'y avait aucune base pour l'accusation de piratage et de fuite d'informations par la Russie. Encore une fois, pour insister, même si l'accusation était vraie, cela n'aurait toujours aucune importance. Qui se soucie si la Russie vole quelques emails? Nous avons imposé des sanctions à des pays. Nous envahissons des pays. Nous dépensons des dizaines ou des centaines de millions de dollars dans des campagnes de propagande, en essayant de provoquer des changements de régime. Donc, même si les accusations contre la Russie étaient fondées, ce serait une goutte d'eau dans l'océan comparé à ce que nous faisons dans le monde. Mais le fait est, comme le soulignent ces nouvelles fuites, que cette partie n'était même pas vraie. Oui, j'ai toujours dit, vous savez, si la Russie, si, à travers une opération de phishing, ces emails avaient été volés, cela aurait constitué une riposte à des centaines d'actions menées par les États-Unis contre la Russie et aurait fait partie de cette sorte de guerre de zone grise qui avait lieu. Hillary Clinton avait déclaré ouvertement qu'elle visait à imposer une zone d'exclusion aérienne en Syrie, ce qui aurait effectivement conduit à une guerre avec la Russie, car la Russie était déjà intervenue pour stopper l'assaut djihadiste en Syrie. Donc, d'un point de vue politique, cela avait un certain sens. Mais ce que nous avons appris de ces documents,
c'est que même si les services de renseignement russes avaient volé ces emails, ils n'avaient pas choisi de les utiliser directement contre Hillary Clinton au profit de Donald Trump. Et d'après ce que j'ai compris, à Moscou, il n'y avait pas de consensus en faveur de Trump, car il était perçu comme imprévisible, tandis que Hillary Clinton représentait en quelque sorte la continuité du consensus de Washington, ce à quoi la Russie était préparée et pour lequel elle avait des plans de contingence. C'est tout à fait exact. Dans le nouveau rapport du JPC, le nouveau rapport de la Commission du renseignement de la Chambre, il passe en revue tous les renseignements sous-jacents concernant les intentions de Trump. Parce que John Brennan a introduit cette idée selon laquelle Poutine voulait installer Trump. Et la base de cela, c'est rien. Ce ne sont que des rumeurs provenant d'une taupe de bas niveau au Kremlin, à qui John Brennan a fait semblant d'attribuer un accès aux pensées intimes de Poutine, alors que tout ce que cette taupe avait, c'était des ouï-dire de seconde main, d'accord? Mais ils examinent aussi d'autres renseignements sur ce que Poutine pensait réellement. Et ce qu'ils disent, c'est que Poutine se moquait de savoir qui gagnerait l'élection, car il savait que, quoi qu'il arrive, il serait impossible d'améliorer les relations avec les États-Unis à cause de l'hostilité bipartisane profondément ancrée envers la Russie et de leur engagement à mener une nouvelle guerre froide. C'est ce que Poutine pensait réellement. C'est ce que le comité du renseignement de la Chambre des représentants a consigné. Et puis Poutine s'inquiétait en réalité que si les républicains l'emportaient, ce serait encore plus difficile parce qu'à ses yeux, ils sont encore plus attachés au militarisme. Donc, cette idée que Poutine voulait Trump, je suis sûr qu'il espérait peut-être que Trump serait différent d'Hillary Clinton. Parce que Trump, au moins pendant la campagne, parlait de s'entendre avec la Russie. Mais en ce qui concerne ce que Poutine pensait réellement, selon ce rapport du comité du renseignement de la Chambre, cela n'avait pas vraiment d'importance pour lui. Parce que quoi qu'il arrive, il y avait une bureaucratie enracinée à Washington qui voulait un conflit permanent. Donc, tous les médias de Washington étaient complices de cette gigantesque supercherie. Comment la couvrent-ils maintenant? Je veux dire, cela ne semble pas figurer dans le New York Times ou le Washington Post. Le New York Times se concentre sur certaines erreurs commises par Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard a avancé de nombreuses affirmations et a accusé Obama de trahison. Elle a utilisé une rhétorique très explosive. Et Tulsi Gabbard a effectivement commis une erreur. Elle a confondu les convictions des services de renseignement américains concernant le piratage des votes et le piratage des emails. Elle a mélangé ces deux choses. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car les documents montrent qu'il n'y avait de preuves pour aucun des deux. Cela a été dissimulé, et une image différente a été présentée au public. Donc sur la question centrale de savoir s'il y a eu fraude ou non, les gens ont été trompés. Et si cela a été fait pour présenter Trump comme un agent russe. Elle a totalement raison à ce sujet. Et bien sûr, les médias ont suivi tout cela. Je veux dire, pour ceux qui ne se souviennent pas de cette époque, c'était incessant. C'était une frénésie permanente. C'était fou. Et tout le monde, ou presque tout le monde, s'y est engouffré. Et vous savez, Max et moi étions des voix isolées à dire qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir tout ça, que tout cela était insensé. Mais on ne pouvait pas le faire à l'époque parce que c'était le récit qui avait été décidé. Regardez donc comment CNN couvre en direct la publication d'une nouvelle série de documents par Tulsi Gabbard. Je veux dire, c'est vraiment pas une information que nous devrions encore répéter. Vous savez, des années après les faits, 8 ans, voire plus. Mais aussi, il faut regarder la source. Mais bon, c'est de cela que cette Maison-Blanche veut parler, et je ne suis pas sûr que nous devrions y consacrer beaucoup plus de temps, franchement.
C'était tout ce dont il pouvait parler pendant le premier mandat de Trump. C'était la Russie, la Russie, la Russie. C'était sans arrêt, sans arrêt. Je me souviens qu'il y avait un présentateur de CNN pris sur un micro ouvert qui a dit « Je n'en peux plus, je n'en peux plus de toutes ces histoires sur la Russie. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ?» Oui, la seule fois où Van Jones a été honnête, c'est quand il a été pris sur une caméra cachée. James O'Keefe l'a piégé. Ouais, tout ça c'est des conneries, mais ils ont dû faire avec. Il a également dit « Beaucoup de bruit pour rien ». Écoutez, faisons un petit retour en arrière. Et pour ceux qui pensent que tout cela appartient au passé, les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Tout d'abord, il y a une guerre en Ukraine qui se déroule en grande partie, pas entièrement, car la Russie a bien sûr alimenté cette guerre. On peut revenir sur l'histoire si certains le souhaitent, mais aussi, cela a servi à détourner l'attention de la véritable ingérence étrangère, qui était israélienne, et à laquelle les deux parties ont participé, y compris Trump. L'équipe de transition de Trump a collaboré avec Israël pour faire échouer un vote contre les colonies israéliennes illégales à l'ONU, avant même que Trump ne prenne ses fonctions. C'était en réalité un grand scandale de collusion étrangère, mais personne ne s'en est soucié, y compris les médias, car tout le monde est d'accord pour servir les intérêts d'Israël. Et nous en voyons évidemment les conséquences. Et puis, après la phase initiale du Russiagate, le récit de la collusion de Trump a commencé à s'effondrer et le dossier Steele a commencé à être exposé. Ensuite, Mueller a commencé à enquêter sur les liens de Trump avec les oligarques russes. Et c'était la partie la plus drôle, car il s'agissait de personnages comme Len Blavatnik, qui avait également financé les démocrates et les Never Trumpers, Victor Pinchuk, qui avait financé les Clinton, Yuri Milner. Et ce qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'ils étaient des oligarques russes juifs ayant des liens avec Israël. La plupart d'entre eux, je pense, que Mueller examinait, comme Félix Sater, avaient la citoyenneté israélienne. Et fondamentalement, l'une des choses auxquelles ils étaient attachés était de promouvoir les intérêts israéliens ou ceux de la communauté juive russe en Israël. Et puis il y avait George Nader. Vous vous souvenez de lui? Je me souviens de ce nom, oui. Et c'était le pédophile qui organisait des réunions avec des oligarques russes. Son nom est sorti dans la presse. Il vient des Émirats arabes unis. Il est devenu une figure centrale du Russiagate, liée à Trump. Il était probablement un agent du Mossad ou un atout du Mossad. Et l'objectif principal de George Nader était de connecter les États du Golfe avec Israël et de mettre en place les premières étapes de ce qui est devenu les accords d'Abraham. Il est largement considéré comme étant du Mossad, ou du moins proche du Mossad. Donc le Russiagate était en grande partie un Israelgate. Et nous vivons encore à travers l'Israelgate, le vrai scandale de collusion, qui se recoupe avec l'Epsteingate. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore devenu un gate. Peut-être qu'ils en ont assez des gates. C'est pour ça que Trump en a tellement peur. Il n'a jamais vraiment eu peur de l'affaire russe. Bien sûr que non. Comme on le disait à l'époque, c'était un énorme cadeau pour lui. Quel plus grand cadeau pourrait-on faire à Trump que de canaliser sa résistance dans une théorie du complot vraiment stupide? C'était un tel cadeau pour lui, et aussi pour les militaristes au sein de sa Maison-Blanche. Un article récent du New York Times explique que des personnes à la CIA et au Pentagone, qui alimentaient secrètement la guerre par procuration alors de faible intensité en Ukraine, dans le Donbass, étaient ravis que le public pense que Trump servait les intérêts de la Russie, car cela leur donnait une couverture pour fournir encore plus d'armes à l'Ukraine et alimenter la guerre par procuration là-bas. C'était donc un grand cadeau pour les néoconservateurs qui en ont profité. John Bolton,
a qualifié le Russiagate d'opportunité à ne pas manquer, car il y avait l'adhésion des libéraux à l'idée d'affronter réellement la Russie. Et pour lui, cela signifiait non seulement armer l'Ukraine, mais aussi déchirer le traité INF, ce qu'il a fait en tant que conseiller à la sécurité nationale de Trump. Et des personnes comme Adam Schiff et Rachel Maddow étaient trop occupées à s'affoler à propos des fermes de trolls russes pour se soucier du fait que Trump déchirait un traité de contrôle des armements vraiment important avec la Russie, rendant ainsi le monde beaucoup plus dangereux. Combien de temps a été gaspillé par MSNBC et de nombreuses personnes dans les médias alternatifs à fantasmer sur des oligarques russes contrôlant Trump, alors qu'il était en réalité contrôlé par des oligarques américains, dont les Adelson, qui lui ont donné des dizaines de millions de dollars pour servir les intérêts d'Israël. Personne n'a jamais prêté attention à cela. À la place, les médias d'entreprise ont été inondés de discours alarmistes sur l'ingérence étrangère comme celui-ci. Le piratage de l'élection par la Russie pour faire élire Trump marque la fin de notre démocratie. La Russie a piraté l'élection pour la faire pencher en faveur de M. Trump. Les Russes ont définitivement piraté l'élection. La Russie a bien piraté l'élection. Aucun doute. L'élection. L'élection. Oui, la Russie a piraté l'élection. En fait, la Russie a piraté l'élection. Le président élu Donald Trump ne semble toujours pas convaincu que la Russie a piraté l'élection. Le président ne veut pas accepter le fait que les Russes ont piraté l'élection. Le président Trump dit qu'il se demande encore si les Russes ont piraté l'élection. Si vous pouvez lui faire admettre que la Russie a piraté l'élection, voyez si vous pouvez lui faire admettre qui a gagné la guerre de sécession. S'il l'admet, cela jette une ombre sur sa victoire contre Hillary Clinton. La Russie a piraté l'élection. Et ça continue encore et encore et encore. C'était juste, vous savez, comme laver et recommencer. C'était le scénario des premières années de la présidence de Trump. Et encore une fois, je dois le souligner, tout le monde y a cru, à l'exception d'une petite frange à gauche et de quelques personnes du camp MAGA à droite. Et on parle toujours, vous savez, les médias alternatifs veulent que les médias traditionnels rendent des comptes pour leurs mensonges. Eh bien, celui-ci a vraiment été très nuisible. Il n'y a eu aucune responsabilité à ce sujet. C'est pourquoi il est important que ces révélations sortent, parce qu'elles nous montrent, pour ceux qui se soucient des faits, qu'il y a eu une fraude massive et que cela a eu des conséquences très importantes. cela a eu des conséquences majeures. Cela a consolidé le Parti démocrate comme le parti des néoconservateurs, le parti de la guerre, le parti du statu quo qui fait confiance à la soi-disant communauté du renseignement. La CIA et le FBI sont devenus leurs héros. Cela a préparé le terrain pour que Liz Cheney devienne une figure de proue de la campagne de Harris. Cela a intégré tous les éléments de l'élite côtière au sein du Parti démocrate et leur a donné le contrôle du récit. Et c'est, vous savez, tous les éléments du Parti démocrate d'autrefois qui, je veux dire, c'était un parti plus diversifié auparavant. Mais il y avait, vous savez, des éléments syndicaux axés sur la lutte des classes ou des éléments anti-establishment, anti-guerre, hérités des années 60 et du début des années 70. Tout cela a été détruit. Et la CIA, ainsi que l'État dans l'État, dont le budget nous est même interdit de connaître, ont en gros pris le contrôle des médias, travaillant directement, main dans la main avec les médias, pour organiser une sorte de coup d'État. Et il est en fait remarquable que ce coup ait échoué. Et John Brennan était l'homme qui dirigeait tout cela. John Brennan, lorsqu'il était à la CIA, cherchait la guerre avec la Russie et utilisait la Syrie comme canal pour déclencher une guerre avec la Russie. Et je suis assez certain que des secteurs importants de la soi-disant gauche radicale aux États-Unis avaient également été absorbés par une sorte d'opération COINTELPRO, même si beaucoup d'entre eux n'avaient même pas besoin que le FBI leur donne des instructions.
Ils étaient tellement préparés, par des années de propagande interventionniste humanitaire, à soutenir tout cela. Mais je veux dire, John Brennan est carrément allé devant le Congrès et a tout simplement menti. L'ancien directeur de la CIA, James Clapper, a constamment commis un parjure concernant la surveillance de la population américaine. Comme l'a soutenu Stephen Cohen, il s'agissait là d'un intelligence gate. C'est exact. Et c'est là-dessus que je pense que nous devons nous concentrer. Ceux d'entre nous qui s'intéressent au rôle néfaste de l'état de sécurité nationale dans la vie américaine. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Même si Trump utilise ce sujet pour détourner l'attention des dossiers Epstein. La CIA joue un rôle extrêmement néfaste aux États-Unis. D'anciens membres de la CIA comme Michael Hayden, John Brennan et James Clapper mènent une guerre contre nos esprits et notre société après avoir soi-disant quitté l'agence, et ils travaillent main dans la main avec les médias. Voilà donc l'un des principaux enseignements à retenir. Voici John Brennan en train de se parjurer. La CIA s'est-elle appuyée dessus? Non. Je veux être clair, car nous ne l'avions pas. Cela ne faisait pas partie du corpus d'informations de renseignement dont nous disposions. Cela n'a en aucun cas servi de base à l'évaluation de la communauté du renseignement qui a été réalisée. Ce n'était pas le cas. C'est tout simplement un mensonge, comme le confirment de nouveaux documents. Brennan a insisté pour que le dossier Steele soit inclus dans l'évaluation de la communauté du renseignement de janvier 2017. Et lorsque ses propres analystes ont exprimé des réserves, il a répondu « Eh bien, ça sonne vrai, non ?» C'était littéralement sa réponse. Et donc cela a été mentionné dans le corps du rapport. Il y avait aussi un résumé de 2 pages. Donc je ne sais pas à quoi il pensait en mentant au Congrès. Peut-être qu'il se sentait tellement intouchable en tant qu'ancien directeur de la CIA qu'il pensait pouvoir tout se permettre. Mais c'est un mensonge. Et s'ils le veulent, ils le peuvent. Je veux dire, ils l'ont là pour un chef d'accusation de parjure. Oui. S'ils le veulent. Eh bien, c'est ce qui devrait se passer. Oui. Et je pense qu'au-delà de toute l'hystérie partisane, nous devons voir un ancien directeur de la CIA être poursuivi pour avoir menti au public américain et au Congrès, et pour nous avoir menés sur la voie de la guerre, avec un faux document, dont la création a d'abord été financée par les néoconservateurs anti-Trump autour du Free Beacon, puis transmis à la campagne Clinton via Perkins Coie, et ensuite financé un temps par le FBI qui avait l'intention de... Je veux dire, le FBI a réellement financé la poursuite du dossier Steele. Et Bruce Orr, certains agents du FBI, n'étaient-ils pas impliqués d'une manière ou d'une autre? Donc, l'épouse de Bruce Orr travaillait pour Fusion GPS, qui était la société à l'origine du dossier Steele. Ainsi, Bruce Orr et sa femme servaient initialement d'intermédiaires entre Steele et le FBI. Et oui, ils ont payé Steele beaucoup d'argent. Ils comptaient sur lui pour obtenir des mandats de surveillance. Le FBI affirme que Steele n'a rien à voir avec le lancement de l'enquête sur Trump et la Russie. Mais d'une manière ou d'une autre, on est censé ignorer le fait que, quelques semaines avant le lancement de Crossfire Hurricane, l'enquête Trump-Russie, le 31 juillet. Quelques semaines auparavant, Victoria Nuland, ceux qui suivent The Grey Zone savent qui elle est, haute responsable du département d'État, figure clé du coup d'État de Maïdan en Ukraine, de la guerre par procuration en Ukraine, elle demande à un agent du FBI d'aller rencontrer Christopher Steele. Et c'est lors de cette rencontre que Steele remet son dossier. Puis, quelques semaines plus tard, le FBI ouvre l'enquête Trump-Russie et commence à s'appuyer sur le dossier Steele pour obtenir des mandats de surveillance et des pistes. Et ils veulent nous faire croire que Steele n'a rien à voir avec la décision du FBI d'ouvrir l'enquête.
Et pour délivrer des mandats FISA contre des personnes comme Carter Page, en espionnant des Américains. Je veux dire, nous ne savons pas. Il y a tellement plus à découvrir ici. Mais c'est une illustration très claire et frappante de la corruption et du rôle néfaste que le FBI et la soi-disant communauté du renseignement jouent dans la construction d'un récit politique entier pendant des années, en influençant la couverture médiatique, en manipulant l'opinion publique américaine et en transformant le Parti démocrate en parti néoconservateur, ou en le ramenant à cette phase. Regardez qui il présente comme candidat au poste de gouverneur ici en Virginie, qui va probablement gagner. Une ancienne agente de la CIA, Abigail Spanberger. Vous avez tous ces exemples. Alyssa Slotkin dans le Michigan. Vous avez tous ces démocrates de la CIA qui courent partout. Et ils sont en gros, je veux dire, ce sont tous des pantins de l'AIPAC. Mais en plus, ils obtiennent ces sièges, achetés pour eux, par les démocrates, par leurs anciens collègues des agences qui contrôlent des entreprises influentes, qui contrôlent les industries de haute technologie. Je veux dire, c'est une continuité. Ce n'est qu'un aspect d'un coup d'État plus large dans la vie américaine. Et ce n'est pas comme si Trump allait vraiment freiner les opérations de la CIA, les activités clandestines, les activités secrètes, ou qu'il allait entreprendre une véritable réforme du renseignement. C'est ça le problème. C'est comme quand Tulsi Gabbard annonce cela, et la façon dont elle s'y prend. Ce n'est pas un appel à la réforme du renseignement. Ce n'est pas un appel à une nouvelle commission Church. C'est juste un appel à instrumentaliser un faux scandale pour se venger des autres et détourner l'attention d'un véritable scandale majeur qui engloutit les deux partis. Jeffrey Epstein.